Personnellement, je lui transmettrai la chaleur de vos applaudissements en même temps que vos souhaits de rétablissement rapide. Alors, je vais effectivement, comme ça a été dit, montrer un peu quel était l'impact de l'esprit de Pasteur sur ses successeurs, mais dans un domaine très particulier, comme vous allez le voir. Je pourrais avoir la première diapositive. Donc, dans le discours prononcé lors de l'inauguration de l'Institut qui porte son nom, le 14 novembre 1888, Pasteur déclarait « Je dirais que deux lois contraires semblent aujourd'hui en lutte, une loi de sang et de mort, qui, en imaginant chaque jour de nouveaux moyens de combat, oblige les peuples à être toujours prêts pour le champ de bataille, et une loi de paix, de travail, de salut, qui ne songe qu'à délivrer l'homme des fléaux qui l'assiègent. La loi dont nous, les chercheurs, sommes les instruments, cherche, à travers le carnage, à guérir les maux sanglants de cette loi de guerre, à laquelle de ces deux lois l'emportera sur l'autre, Dieu seul le sait. » Bien, comme vous le savez, de ces deux lois, hélas, une trentaine d'années plus tard, cette guerre absurde dont nous commémorons actuellement le centenaire fut celle de sang et de mort qui devait l'emporter. Mais nous verrons que, comme l'avait prévu Pasteur, son œuvre et celle de ses disciples sauvèrent de la vie des milliers de soldats. Et c'est ce que je vais tenter d'illustrer à partir de trois exemples. Le premier concerne Émile Roux et la prévention du tétanos. Roux, vous le savez, a été le bras droit de Pasteur dans tous les travaux concernant les maladies infectieuses et la vaccination. Directeur de l'Institut Pasteur de 1904 à la mort de Duclos jusqu'à sa propre mort en 1933, il fut le maître d'œuvre de l'engagement des pasteuriens durant la Grande Guerre. Mais il avait aussi été le co-inventeur de la sérothérapie. Celle-ci avait d'abord été conçue pour traiter la diphtérie, une maladie alors très répandue et fréquente en Europe, qui faisait quelques dizaines de milliers de morts chaque année, et d'enfants principalement, dans notre pays. En 1888, Émile Roux et Alexandre Yersin avaient montré que le bacille diphtérique sécrétait un poison, la toxine diphtérique, responsable du caractère pathogène de la bactérie. 2 ans plus tard, un médecin danois montrait qu'il en était de même pour le bacille tétanique. Intervint alors une découverte fondamentale faite par Emil Behring et Shibasaburo Kisasato dans le laboratoire de Robert Koch à Berlin. C'était que l'inoculation à des cobayes de ces toxines diphtériques ou tétaniques partiellement inactivées par des composés iodés immunisait les animaux contre les maladies correspondantes. Bien plus, le sérum provenant du sang de ces animaux contenait un antipoison, une antitoxine. On sait maintenant qu'il s'agissait de ce qu'on appelle les anticorps. L'idée d'utiliser ces antitoxines pour tenter de sauver des enfants atteints de diphtérie s'imposait, et c'est ce à quoi s'attachèrent simultanément l'équipe allemande menée par Behring et l'équipe française de Roux. Et du 1er février au 24 juillet 1894, Roux et 2 jeunes médecins, Louis Martin et Auguste Chailloux, réalisent ce qu'on appellerait aujourd'hui un essai clinique de la sérothérapie. Utilisant le sérum de chevaux, plus vite que la musique, utilisant le sérum de chevaux immunisés avec de l'antitoxine diphtérique partiellement inactivée et contenant donc l'antitoxine, il traite 448 jeunes diphtériques hospitalisés à l'hôpital des enfants malades. Et vous voyez Roux, je peux laisser, vous voyez Roux sur la droite en train d'assister à l'injection de sérum à un de ses enfants. Alors, quels ont été les résultats? La diapositive suivante montre que sur 448 jeunes diphtériques hospitalisés donc à l'enfant des enfants malades, 75% ont survécu. Et en comparaison, dans l'hôpital témoin, on pourrait dire, l'hôpital Trousseau, 520 enfants diphtériques n'ont pas été traités
et le taux de survie n'a été que de 40%. Donc ce n'est pas, disons, le traitement miracle contre la diphtérie, mais la sérothérapie représentait un progrès considérable. Et en fait, des améliorations apportées à la sérothérapie ont permis de faire monter la survie à 90%. Behring avait simultanément mené un essai clinique en Allemagne. Les résultats étaient comparables, même s'il n'avait pas suivi la mortalité dans un hôpital témoin comme l'avait fait Héroux. Et dans les faits, les résultats des équipes allemandes et françaises ont été comparables et se sont confortés l'une l'autre. Alors pendant la guerre, ce ne fut pas tant la sérothérapie antidiphtérique qui devait occuper le devant de la scène, mais la sérothérapie antitétanique. Le tétanos est une maladie neurologique, souvent mortelle, qui dans ses manifestations les plus graves chez l'adulte provoque des douleurs intolérables, dues à des contractures et des spasmes musculaires incontrôlés. Et ceci est un tableau célèbre qui montre un soldat atteint de tétanos. La contracture des muscles respiratoires peut entraver la respiration et provoquer la mort par asphyxie ou arythmie cardiaque. La bactérie responsable, un clostridium, se développe dans le tube digestif de nombreux animaux, et notamment de chevaux, et se retrouve dans leurs excréments, et donc dans la terre, sous forme de spores très résistantes. C'est une bactérie anaérobie stricte, c'est-à-dire qu'elle ne se développe qu'en absence d'air. Rappelons à cette occasion que c'est Pasteur qui avait découvert l'existence de bactéries anaérobies et compris les risques qu'elles comportaient pour l'homme et les animaux à la suite de blessures. Si le clostridium pénètre dans un organisme humain à la suite d'une blessure profonde et qu'il se trouve donc à l'abri de l'air, il peut développer et sécréter sa toxine. Celle-ci diffuse dans l'organisme, atteint le système nerveux et provoque les systèmes musculaires, les symptômes musculaires mentionnés. Deux facteurs essentiels ont fait du tétanos un risque majeur pendant la Grande Guerre. Le premier a été l'usage intensif de chevaux dans la cavalerie comme pour le déplacement de l'artillerie et des approvisionnements. 8 à 10 millions de ces animaux auraient participé au conflit. Leur crottin a contribué à infester les zones de combat de spores de clostridium. Le second facteur a été la nature des blessures causées par les armes nouvelles, des blessures profondes et souvent contaminées par de la terre, et donc par les spores de clostridium. Dès 1893, Roux avait montré que le sérum antitétanique, s'il n'avait guère d'effet lorsque les premiers symptômes étaient apparus, était en revanche fort efficace s'il était administré rapidement après la pénétration des spores dans l'organisme et avant que celle-ci n'entraîne la production de quantités importantes de toxines. Dès les premiers jours de d'août 1914, sous la direction de Roux, donc directeur de l'Institut Pasteur, l'Institut accroît considérablement sa production de sérum antitétanique. Comme vous pouvez voir, alors qu'au début de la guerre, l'Institut Pasteur disposait de 300 chevaux et pouvait fournir 80 000 flacons de sérum divers. En fait, c'était surtout du sérum antibactérique. À la fin de la guerre, il est arrivé à réunir 1462 chevaux et pouvait produire 600 000 flacons de sérum antitétanique. En fait, pendant l'offensive allemande de mars-avril 1918, l'Institut Pasteur a fourni 20 000 flacons de sérum antitétanique par jour, soit une production près de 10 fois plus élevée qu'en temps de paix. D'août 1914 à la fin 1918, il aura fourni plus de 6 millions de doses de sérum pour la France seule. Il aura délivré en outre près de 2 millions de doses aux troupes alliées d'Italie, de Serbie, de Belgique, de Roumanie et des États-Unis. On estime à plusieurs millions le nombre d'individus que la sérothérapie antitétanique permit de sauver. Et cela grâce aux travaux que Roux avait réalisés dans les années 1890 sur la sérothérapie et à la production intensive de sérum pendant la guerre par l'Institut Pasteur qu'il dirigeait. Et la sérothérapie antitétanique reste aujourd'hui
l'acte de base dans la protection contre le tétanos en cas de blessure profonde susceptible d'être contaminée par le Clostridium. Le second exemple concerne la typhoïde et l'œuvre d'André Chantmes, père du vaccin contre cette maladie. Dès les premiers jours de d'août 1914, alors que la mobilisation oblige à improviser la concentration de nombreuses troupes dans des locaux trop étroits, une épidémie de fièvre typhoïde se déclare. Les soldats touchés sont durablement mis hors de combat et la mortalité est élevée. C'est alors que d'anciens travaux de Chantmes vont prendre toute leur valeur. Chantmes était un ami d'Émile Roux, un ami de longue date. Ils s'étaient connus dès 1864 au collège d'Aurillac, alors que Roux avait 11 ans et lui 13. Et c'est sans aucun doute, comme Roux il a fait ses études de médecine, et c'est sans aucun doute par l'intermédiaire de Roux qu'en 1885, Chantmes est recruté par Pasteur. Dès son entrée au laboratoire de Pasteur, Chantmes s'est intéressé à la typhoïde. Il s'agissait alors d'une maladie très répandue et souvent mortelle, due à une bactérie qu'on appelle souvent Salmonella typhi. La contamination se faisait le plus souvent par l'ingestion d'eau ou d'aliments souillés par des selles de malades. Cette maladie avait d'ailleurs emporté 2 des filles de Pasteur et failli emporter son fils pendant la guerre de 1870. Chantmes entreprit alors de rechercher un vaccin contre cette maladie. Lorsque Chantmes entre dans le laboratoire de Pasteur en 1885, ce dernier est encore convaincu que, comme il l'avait montré avec le choléra des poules et le charbon, la seule façon d'obtenir un vaccin consistait à inoculer une forme atténuée du microbe responsable de la maladie contre laquelle on souhaitait immuniser. On inoculait donc un microbe vivant, inoffensif. Pourtant, fin 1886, après avoir mis au point son vaccin contre la rage, Pasteur comprend que l'immunité contre cette maladie peut être obtenue par l'inoculation de ce qu'il a appelé une substance vaccinale associée au virus, probablement du virus tué. La même année, tant dans le laboratoire de Pasteur qu'aux États-Unis, des expériences indiquent qu'il est possible, effectivement, au moins dans certains cas, d'utiliser des microbes tués ou même des molécules, des produits provenant de leur culture pour immuniser contre les microbes vivants. Aussi est-ce la voie que décide d'emprunter André Chantmes et son brillant élève Fernand Vidal. Avec succès, il montre que l'on peut conférer l'immunité contre la typhoïde à des animaux en leur injectant sous la peau des doses élevées d'une culture de bacilles typhiques tuées par la chaleur. Après ces travaux de pionniers, des recherches complémentaires sont effectuées en Angleterre et en Allemagne. Et elles permettront d'accroître l'efficacité du vaccin. Des essais sont effectués sur l'homme, tant en France qu'à l'étranger, avec des résultats très encourageants. Ici s'introduit un autre acteur majeur, le médecin militaire Hyacinthe Vincent. À partir de 1902, il dispense un enseignement remarquable au Val-de-Grâce et poursuit par ailleurs des recherches sur la typhoïde. Et il comprend très vite l'intérêt qu'aurait pour l'armée la vaccination contre cette maladie. En 1910, le ministère de la Guerre le missionne pour effectuer des essais de vaccination sur les troupes d'Afrique du Nord. Les résultats sont très encourageants et trouvent un écho attentif auprès du sénateur Léon Labbé, qui dépose un projet de loi pour rendre obligatoire la vaccination antityphoïdique dans toute l'armée française. La loi est votée le 28 mars 1914, donc 4 mois avant la déclaration de guerre. La production de vaccins et sa distribution sont confiées au Val-de-Grâce pour l'armée de terre et à l'Institut Pasteur pour la marine. Mais lorsque la guerre éclate, les services de préparation du Val-de-Grâce, privés d'une grande partie de leur main-d'œuvre, sont débordés. Ils font rapidement appel à l'Institut Pasteur. La vaccination est pratiquée systématiquement à partir d'octobre 1914. Assez rapidement, il s'avère que la vaccination contre la seule Salmonella typhi n'est pas suffisante pour protéger contre la typhoïde.
En effet, des salmonelles très proches du Salmonella typhi, les Salmonella paratyphi A et B, causent une maladie quasi identique à la typhoïde véritable. Or, ces bactéries, bien que très proches, sont suffisamment différentes pour qu'une immunisation contre l'une d'entre elles ne protège pas contre les autres. La vaccination contre ces deux paratyphoïdes est donc adjointe à celle contre la typhoïde, et ce sera le vaccin TAB administré aux armées à partir de 1916. Je suis sûr que dans l'assistance, il y a un certain nombre de gens qui ont fait leur service militaire et qui ont eu la joie de recevoir le vaccin TAB-DT, car on a déjà ajouté les valences diphtérie et tétanos, et ça voulait dire que dès l'incorporation, on était vacciné le vendredi et consigné le week-end parce qu'il y avait des effets secondaires assez forts, on avait mal, on avait de la fièvre, etc. Donc ça n'est généralement pas un très bon souvenir que cette vaccination TAB-DT. Alors, à l'époque de la Grande Guerre, en fait, ça a entraîné quelques réticences dans le monde du corps médical militaire à cause de ces effets secondaires, mais malgré tout, la campagne systématique de vaccination a signé un bulletin de victoire. Et vous allez voir comment a été vue la politique de vaccination. Bon, vous ne pouvez peut-être pas lire ce qu'il y a en dessous, mais vous voyez Champness, qui a une machine à coudre, et on va défiler un tissu où sont tous les soldats. Et il y a marqué en dessous, j'ai trouvé le moyen de vacciner rapidement les petits soldats, je les pique à la machine. Ça vous illustre la campagne de vaccination. Alors, au-delà de ce côté humoristique, voici les résultats des statistiques du ministère de la Guerre. Donc vous voyez que dans les 5 derniers mois de 1914, avant que la vaccination ait vraiment pu avoir d'effet, dans la zone des armées, il y avait donc plus de 45 000 cas de typhoïde et 5 400 morts. Dans toute l'année 1917, là, la vaccination était effective, on voit qu'il n'y a eu que 1678 cas et 124 morts. Donc si on fait simplement une règle de 3, à supposer que l'incidence de la typhoïde aurait été la même en 1917 que dans les 5 derniers mois de 1914, on aurait eu 110 000 malades, soit 65 fois plus. Mais en fait, c'est 65 fois plus que ce qu'on a effectivement observé. Donc ça montre l'effet de la vaccination. Mais en fait, les conditions d'hygiène déplorables qu'il y avait dans les tranchées, etc., font que certainement la typhoïde aurait été beaucoup plus fréquente que les chiffres qui sont écrits là. Et dans une note à l'Académie des sciences présentée par Charles Richet le 1er octobre 1917, Hyacinthe Vincent le rappelle, sans la vaccination préventive, le nombre de cas de typhoïde aurait dépassé à cette date le million, et celui des décès aurait été plus de 150 000. Ça vous donne une idée des effets de la vaccination dont Champness était, disons, le père. Ce succès a été reconnu par l'Académie des sciences, qui a remis le prix Osiris de 1915 à l'œuvre de la vaccination antityphoïdique, prix qu'elle décerne à la fois à Champness et Vidal d'une part, et à Vincent d'autre part, ces trois inventeurs et maîtres d'œuvre en France. Et la presse célèbre les vainqueurs de la fièvre typhoïde. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien les photos, mais c'est Hyacinthe Vincent en haut, Champness et Vidal. Donc voilà le deuxième exemple de l'effet de l'œuvre pasteurienne et des pasteuriens durant la guerre. Mon dernier exemple va concerner les frères sergents et le paludisme dans l'armée d'Orient. Automne 1916, le général Sarrail, commandant en chef des armées alliées d'Orient, télégraphie depuis Salonique au ministre de la guerre. Mon armée est immobilisée dans les hôpitaux. C'est que la guerre ne se limite pas aux bourbiers des tranchées sur le front du nord de la France, on connaît à gauche, mais il y a également un front au nord de la Grèce, c'est le front d'Orient. Sur ce front vont s'affronter pendant près de 4 ans plus d'1 million de soldats d'armées différentes. Outre les balles et les obus, ces soldats sont la cible d'un autre ennemi, le paludisme. En 1914, on connaît un remède contre cette maladie, c'est la quinine,
isolés en 1820 par les pharmaciens français Joseph Paltier et Joseph Bien-Aimé Caventou, à partir de l'écorce de quinquina. On connaît également le parasite responsable de l'affection. Il a été identifié en 1880 par Alphonse Lavran, alors médecin-major de deuxième classe, professeur au Val-de-Grâce. Enfin, on connaît l'insecte vecteur, le moustique anophèle, dont le rôle avait été démontré en 1897-1900 par les Britanniques Ronald Ross et Patrick Manson. Tel était l'état des connaissances sur le paludisme au début de la Grande Guerre. Dès l'installation des troupes en Macédoine à la fin de 1915, le service de santé des armées avait interrogé Lavran sur les risques que le paludisme pourrait faire courir à l'armée d'Orient. Lavran, qui avait alors 71 ans, avait rejoint l'Institut Pasteur depuis 1896 et obtenu le prix Nobel en 1907. Début janvier 1916, il avait confirmé les risques. Il écrit « Le paludisme est endémique dans une grande partie de la Grèce et l'on doit craindre que notre armée d'Orient, campée aux environs de Salonique, soit éprouvée par cette redoutable maladie. » Puis il énumérait les mesures antipalustres qu'il convenait de prendre. Lutte contre les larves de moustiques par assainissement des eaux stagnantes, mise en place de moustiquaires individuelles ou collectives pour les hôpitaux, et administration préventive de quinine à raison de 40 cg de chlorhydrate de quinine par homme et par jour de mai à octobre. En ce même mois de janvier 1916, un autre spécialiste du paludisme avait également alerté les responsables de l'armée d'Orient. Il écrivait « Si on ne sort pas de la routine pour faire une campagne antipaludique moderne, les balles de l'ennemi seront moins meurtrières à Salonique que le paludisme. » L'auteur de ce message d'alerte était Edmond Sergent. Les noms d'Edmond Sergent et de son frère Étienne sont indissolublement liés à la lutte contre le paludisme et à l'Institut Pasteur d'Algérie. Ils ont mené une carrière commune, entièrement pastorielle. Tous deux ont fait leurs études de médecine en Algérie, puis allèrent à l'Institut Pasteur suivre le cours de Roux. Celui-ci les remarque, les apprécie, puis les engage comme assistants. En 1900, il les charge d'étudier le paludisme en Algérie avec pour objectif l'étude épidémiologique de la maladie et son contrôle. Leur engagement est immédiat et leur combat durera 10 ans. Leur succès conduit les pouvoirs publics à leur confier la direction d'un service de lutte antipaludique en Algérie qui sera hébergé par l'Institut Pasteur d'Algérie dès la création de celui-ci en 1911. La direction de cet Institut Pasteur sera assurée dès 1912 par Edmond Sergent. Les mises en garde exprimées par Lavran et Edmond Sergent en janvier 1916 n'ont guère été suivies d'effet. C'est l'hécatombe. De juin à décembre 1916, environ 60 000 cas de paludisme sont détectés dans l'armée française d'Orient. Plus de la moitié de l'effectif est atteint et 20 000 soldats doivent être rapatriés. Un véritable désastre sanitaire. C'est le moment où Sarrail envoie son télégramme au ministère des Armées. Heureusement, à Paris, le sous-secrétaire d'État à la guerre, Justin Godard, veut au plus tôt trouver une solution, apporter de l'aide aux soldats du front d'Orient. Après avoir pris l'avis de l'Institut Pasteur, Godard signe le 30 novembre 1916 un ordre de mission. Les aides-majors Edmond Sergent et Étienne Sergent se rendront à l'armée d'Orient pour établir un plan de campagne antipaludique. Sitôt l'ordre reçu, les bagages faits, les frères s'embarquent à bord du France et arrivent 3 semaines plus tard, le 19 décembre à Salonique. Ils ont rendez-vous avec le général Sarrail. L'accueil est un peu froid, mais c'est une course contre la montre. Les moustiques vecteurs ne présentent guère de risque l'hiver, mais le printemps va les réveiller. On est donc à ce moment-là en décembre 1916.
Il faut trouver une parade pour éviter un nouveau désastre en 1917. Les frères sergents se mettent en campagne et se demandent pourquoi est-ce que les mesures prises auparavant n'ont pas été efficaces. À force d'interrogatoire, l'évidence s'impose. Edmond Sergent note les absurdités commises, consignes disparates, interprétations à tout niveau des circulaires, mésententes sur les mesures préconisées, sur les doses de quinine. On critique les ordres, on blague la quinine, aucun contrôle. On retrouve des kilos de comprimés de quinine dans les recoins des isbas macédoniennes. Et que dire de l'usage des moustiquaires réglementaires, envoyés de France par milliers, et qui sont coupés d'une grande fente d'1 mètre de haut pour que l'homme puisse pénétrer sous sa moustiquaire, laquelle est ainsi transformée en une véritable nasse à anophere. Lors de l'interrogatoire de 2 officiers paludéens, ceux-ci reconnaissent qu'ils n'ont pas pris leur quinine régulièrement. Edmond Sergent les interpelle. Excusez-moi, messieurs, je suis obligé de vous le dire, vous êtes des déserteurs. Les 2 officiers se sont raidis au garde à vous. Ils le font droit du regard. La présence du chef, seul, les contraint au silence. Edmond continue implacable. Votre santé est précieuse et ne vous appartient pas. Vous en êtes comptable devant la nation. Vous n'avez pas le droit de la compromettre pour avoir négligé d'obéir à un règlement, pour avoir négligé de prendre 2 pilules par jour. Vous manquez au poste qu'on vous a confié. Et l'exemple que vous devez aux hommes, qu'en faites-vous? À un autre moment, alors qu'ils entretiennent un général de l'objet de leur mission, au mot de paludisme, celui-ci s'écrie. Vous me faites rire avec vos histoires de moustiques. Ce n'est pas cela qui donne la fièvre. Ce sont les miasmes que l'on respire avec le mauvais air. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Ne venez pas raconter des inventions de savants à un vieux colonel comme moi. Je connais les fièvres, moi. Je les connais mieux que vous. Docteur, je les avais déjà eues quand vous n'étiez pas encore né. Une réplique qui, cette fois, les laisse sans voix. Devant cette situation, les frères sergents bâtissent un véritable plan de campagne qui développe en 3 axes. En premier lieu, prise de quinine obligatoire pour tout le monde, officiers et soldats, lors de la soupe du soir du 1er mai au 30 novembre. Le refus de prendre la quinine sera assimilé au refus d'obéissance devant l'ennemi. La prise de quinine sera contrôlée par la recherche du produit dans les urines où il persiste pendant au moins 24 heures grâce aux réactifs de Tindrem. À cet effet, un corps d'une vingtaine de médecins relevant uniquement du général en chef sera créé avec pour mission d'aller à l'improviste dans tous les corps de troupes, s'assurer que la quinine a bien été prise. Chaque fois que ces enquêtes montreront une insuffisance de la quininisation, on punira non seulement les simples soldats, mais aussi les gradés responsables. Et voici une carte postale montrant le contrôle de la présence de quinine dans les urines. En second lieu, établissement d'une carte détaillée du paludisme en Macédoine. Celle-ci permettra de connaître les localités où il est dangereux de faire étape et d'installer un cantonnement, et celles auprès desquelles la troupe peut s'installer. Elle permettra également de diriger contre les moustiques une lutte qui sera non seulement défensive, pour protéger les hommes contre les piqûres de moustiques à l'aide de grillages et des moustiquaires individuels ou collectifs pour les hôpitaux, mais aussi offensive pour la destruction des larves. Vous voyez ici illustrer la lutte contre les moustiques. Et le troisième lieu, l'ensemble de ce plan de campagne sera accompagné d'une propagande enthousiaste, faite d'entretiens, conférences, tracts, cartes postales illustrées, vous venez d'en voir 2, images d'Épinal, destinées à éclairer les hommes sur le paludisme et les moyens de le combattre. La quinine ne doit pas être perçue comme une brimade, mais comme une protection nécessaire. Voici une carte postale particulièrement convaincante. Vous voyez que le soldat en permission qui a pris la quinine prend du bon temps, tandis que s'il n'a pas prise, il passe sa permission au lit.
accepté par le général Sarrail, puis par le général Lyautey, alors ministre de la guerre, ce plan est appliqué à la lettre. Renvoyé en Macédoine en septembre 1917, donc après la saison des moustiques, pour contrôler les résultats, les frères sergents retrouvent le général Sarrail, qui cette fois-ci les accueille par un franc sourire, une poignée de main, entière et cordiale. L'incidence du paludisme dans l'armée française a remarquablement chuté. Les chiffres officiels en témoignent. L'incidence de la maladie est 20 fois moindre en 1917 qu'en 1916 et la mortalité 50 fois plus faible. La comparaison avec les autres nations impliquées sur le front d'Orient est également à l'avantage de la France, en quelque sorte un témoin interne. L'incidence est 5 fois plus élevée dans l'armée britannique que dans l'armée française. Quant à l'armée allemande, la situation y est très grave, avec un nombre de cas en 1917 supérieur à celui de 1916. Les troupes françaises seront le fer de lance de l'offensive alliée victorieuse de 1918. Sous les ordres du général Franchet d'Esperet, elle provoque la défaite de la Bulgarie, reconquiert la Serbie et la Roumanie, puis envahissent l'Autriche-Hongrie. Offensive qui constitue le début du tournant de la guerre en faveur des Alliés. En témoigne le communiqué adressé début octobre 1918 par le maréchal von Hindenburg au chancelier allemand, le prince Max von Baden. Par suite de l'écroulement du front macédonien, il n'existe plus aucun espoir de forcer l'ennemi à faire la paix. En aurait-il été ainsi si les troupes françaises avaient continué d'être victimes du paludisme comme en 1916? Ces trois exemples, la prévention du tétanos, de la typhoïde et du paludisme, illustrent de façon particulièrement significative le rôle joué par les pasteuriens pendant la Grande Guerre. Un rôle qui, même si c'est inscrit dans la défense de la patrie, concernait bien la lutte contre des ennemis communs de l'humanité tout entière, les microbes pathogènes. N'est-ce pas là la marque de l'universalisme pasteurien? Et finalement, pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur l'action des pasteuriens pendant la Grande Guerre, celle-ci est développée dans un ouvrage écrit avec Annick Perrault, ici présente, ancien conservateur du musée Pasteur, et moi-même, le génie Pasteur au secours des poilus, qui paraîtra le 2 mars. Je vous remercie.